Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tétrapharmakos, le podcast où l'on prend le temps de réfléchir à ce qui fait et parfois défait nos sociétés. Aujourd'hui, on s'attaque à une question aussi vieille que l'humanité. Pourquoi les êtres humains se font-ils la guerre ? Est-ce un phénomène récent lié à l'apparition de l'État ou bien quelque chose de plus ancien, plus profondément enraciné dans nos modes de vie ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Darmanjat, chercheur en anthropologie qui publie un livre passionnant, Casus Belli, la guerre avant l'État. Ensemble, on va explorer les origines de la guerre, loin des clichés et des idées toutes faites. On vous propose un voyage fascinant au cœur de notre histoire humaine. Monsieur Darmanjat, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue social, enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité. Vos recherches portent sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l'évolution des rapports de genre, la formation des inégalités et des hiérarchies, le progrès technique ou encore l'organisation de la violence collective. Vous êtes le commissaire scientifique de la future exposition Richesses et pouvoirs à la préhistoire qui se tiendra en 2027-2028 au Musée de l'Homme à Paris. Vous animez également le blog La Hutte des classes. Parmi vos publications, on peut citer « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était aux origines de l'oppression des femmes », réédité en poche à la découverte cette année, « Justice et guerre en Australie aborigène » paru chez Smolny en 2021. Vous avez co-dirigé avec Anne Augereau, « Aux origines du genre » sorti au PUF en 2022, L'énigme du profit aux éditions La Ville Brûle en 2024 et votre dernier ouvrage que j'ai déjà mentionné et qui nous servira de fil conducteur, Casus Belli, la guerre avant l'État, sorti cette année aux éditions La Découverte. Tout commence par des définitions. Notre sujet du jour étant la guerre, nous allons tenter dans un premier temps de la définir, puis dans un second temps, nous chercherons à en décrire son évolution. Alors, monsieur Darmanjat, qu'est-ce que la guerre ? Eh bien, donc, comme vous le disiez, tout commence par des définitions. Et effectivement, il s'écrit beaucoup de choses sur la guerre, et sur la guerre, disons, historique, mais aussi sur la guerre préhistorique. Il s'en écrit en français, il s'en écrit encore beaucoup plus en anglais. Et il m'a semblé qu'une bonne partie des discussions qui ont lieu souffrent justement de ce problème de ne pas savoir exactement ce qu'on met derrière les mots, Oui. ce qui donne des dialogues de sourds et des livres où on sait des fois plus très bien de quoi on parle au juste. Voilà. Alors, pour situer le problème très simplement, il est évident que la guerre, c'est un conflit entre des groupes humains et un conflit homicide armé. Voilà. Inversement, la question que moi j'ai soulevée, c'est, je ne suis pas le premier, hein, évidemment, mais est-ce que tout conflit entre des groupes humains est une guerre ? Eh oui. Et si on répond non, quelles sont les autres formes de conflit ? Comment on les définit ? Voilà. Et donc, je me suis livré, comme vous avez pu le voir, à un travail d'entomologiste Eh oui. pour essayer de classifier tout ça. Alors, pour en revenir juste à la guerre, on parlera probablement des autres formes Oui. dans un instant, mais on trouve souvent des définitions de la guerre qui sont liées au type de société qui la ferait. Donc dans le dictionnaire, très couramment, on trouve des choses du genre la guerre est un conflit entre États. Alors ça, c'est quand même bien embêtant parce que évidemment, dès qu'on sort des sociétés étatiques et où on voit des gens qui vont, y compris aller jusqu'à s'exterminer jusqu'au dernier, on se dit, moi je veux bien qu'on n'appelle pas ça des guerres, mais il va falloir trouver un nom. Et, voilà. Et d'une manière plus générale, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée, même si c'est une idée spontanée, mais souvent les idées spontanées ne sont pas les bonnes, c'est bien pour ça qu'on fait de la science. C'est une très mauvaise idée de définir des phénomènes par les gens qui les font. Et en fait, si je dis tout bêtement, qu'est-ce qu'une scie ? Réponse, la scie est l'outil du menuisier. Même si c'est vrai, ça me dit absolument pas ce que c'est qu'une scie. Voilà. Oui. Bon, alors, pour ce qui est de la guerre, je me suis appuyé sur les travaux d'un collègue avec qui j'avais déjà à l'époque pas mal discuté et qui avait eu cette idée dans un article qu'il a fait il y a quelques années, qui est un collègue qui s'appelle Bruno Boulestin, qui est lui aussi, alors lui plus un anthropologue biologique, mais en fait qui réfléchit beaucoup à l'anthropologie sociale, et qui disait en gros,
la guerre, c'est un état d'hostilité entre deux groupes, mais dans lequel on cherche à imposer à l'autre sa volonté. C'est d'ailleurs une idée qu'on trouve déjà chez Clausewitz, qui est Mhm. donc un théoricien de la guerre du début du 19e siècle. Il y a l'idée que dans cette lutte armée entre deux groupes, l'un des deux groupes recherche la victoire, tout simplement, Oui. et il cherche à imposer sa supériorité. On peut le tourner de plein de façons, mais on voit bien l'idée. Alors, le truc, c'est que nous, on a tendance à dire, bah oui, mais c'est une évidence. Bah non, c'est pas une évidence parce que c'est une évidence dans nos sociétés. Parce que nos sociétés, en gros, ne font plus que la guerre, comme type de conflit Oui. collectif. Mais justement, dès qu'on va dans d'autres sociétés, des sociétés soit non étatiques, soit des sociétés où l'État n'est pas encore très assis, ben, Mhm. on va tomber sur d'autres formes de conflits qui répondent pas à cette définition et donc qu'on doit même ne pas appeler des guerres. Mm. Alors on fait souvent, enfin c'est ce que vous faites dans votre ouvrage, vous comparez la guerre au feud. Voilà, alors le premier, disons, dans la série des conflits qui ne sont pas des guerres, je pense que jusque-là, les anthropologues et les historiens ont été un peu embêtés. Ils en ont identifié un assez clairement, ben, d'une part parce qu'on le trouve dans beaucoup de sociétés non étatiques, sinon dans toutes, et d'autre part parce qu'on le trouve aussi dans des sociétés étatiques qui ne sont pas encore très assises, et y compris pas très loin de chez nous, jusqu'à une date pas très ancienne. Oui, oui, Alors, les anglo-saxons, effectivement, appellent ça le feud. Nous, on aurait plutôt tendance à parler de la vendetta. oui. Les médiévistes parlent de la fed, Mm. mais qui est un mot français tellement ancien parce que la pratique a disparu en France depuis très Oui. longtemps, donc plus personne ne sait ce que ça veut Mm. dire. Donc moi, je parle plus souvent du feud, mais on pourrait dire vendetta, ça serait à peu près pareil. Mhm. Et effectivement, il y a cette idée que la vendetta, c'est pas de la guerre. Alors, mauvaise idée, dire bah, justement la vendetta, c'est fait par autre chose qu'un État. Mais c'est le même problème que tout à l'heure. Vous dites qui le fait ou qui le fait pas, mais vous dites pas ce que c'est. Mm. Et là aussi, Bruno Boulestin a eu, à mon avis, une excellente idée en disant, bah, justement, dans la vendetta, on cherche aussi à rétablir la paix. C'est Mhm. quelque Oui, chose qui est censé avoir une fin. Mais l'idée, c'est d'équilibrer les comptes. Tu m'as tué quelqu'un, donc je te tue quelqu'un, donc on est quitte. Alors, ouais. si on s'en reste là, ça fait pas vendetta. Le problème, c'est qu'évidemment, le premier est pas toujours d'accord pour dire qu'il avait tué le premier, il dit que Et c'est oui. pas lui, ou il dit qu'il avait le droit, etc. Mhm. Du coup, il remet les couverts. Du coup, ça fait 2-1 au lieu de faire un partout. Du coup, celui qui a un de moins. Ça ne Enfin, voilà. finit pas. Et on rentre dans des situations comme Oui, ça oui. qui vont durer. Et c'est ça une vendetta. Voilà. Et en fait, c'est résumé par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'est la loi du talion plus le désaccord sur l'état des comptes. Parce que des Mhm. fois, on a la loi du talion et les deux parties sont d'accord. On a des Oui. témoignages comme ça en ethnologie. Bon, bah, les gars, vous nous avez tué quelqu'un. On vient vous en tuer un. Des fois, ça se fait même de manière tout à fait. J'ai un ami kurde qui m'a raconté tout récemment comment son grand-père, dans les années 60, Mhm. avait tué deux voleurs de chevaux, de je sais plus quoi D'accord. chez lui. Eh bien, le chef du clan d'en face était venu le voir en disant bon, bah, tu nous as tué deux gars. Mm. Comme en plus c'était des gars qui savaient lire, on va vous en tuer quatre. Ah oui. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Et alors, évidemment, ça peut donner lieu à un accord ou un désaccord. Mm. Si ça donne lieu à un accord, bah, ça s'arrête là. C'est la loi du talion stricte. S'il y a des accords, eh ben, ça va durer. Voilà. Mm. Et alors, en fait, vous le dites, il serait inexact de dire que le feud est lié à des unités sociales non politiques. Voilà, alors à mon avis, c'est une erreur. Enfin, à mon avis, et encore une fois, je suis Bruno Boulestin là-dessus. On a eu tendance à dire, ben voilà, la guerre s'est faite par l'État. Quelle est la définition de la guerre et de Mhm. la vendetta? Ben, c'est que la guerre s'est faite par l'État, donc quelque chose de Oui. politique, alors que la vendetta s'est faite par des familles, des villages, donc quelque chose de pas politique. Il me semble que c'est une définition très ethnocentrique, très ethnocentrée, Mm. typique justement d'une société à État. Et que dès qu'on sort de société à État, bon, d'abord, même dans les sociétés à État, encore une fois, dire qui fait les choses, ça vous dit pas ce que sont les choses, Mhm. voilà. Et puis dès qu'on sort de l'État, la définition marche plus vraiment. Alors on remplace État par politique, mais en réalité on va pas plus loin. Et donc cette définition de Bruno Boulestin disant bah dans la guerre on cherche à vaincre, alors que dans la vendetta on cherche à équilibrer, elle me Mhm. semble extrêmement fonctionnelle, extrêmement opératoire et sans aucun inconvénient relevé plus haut, voilà. Alors, Alain Testard avait distingué la guerre et le feud par les finalités. Une finalité Oui. limitée ou non limitée, mais pour vous, ça n'est pas suffisant, ça reste insatisfaisant. Alors, je pense que alors Testard, comment dire, était un anthropologue absolument génial, qui a abordé énormément de questions et avec une
puissance de feu, si j'ose dire, intellectuelle absolument remarquable. Il a donc écrit un manuscrit qui est malheureusement, pour l'instant, toujours pas publié, qui est censé l'être un de ces jours, mais voilà, mais dans lequel il abordait ces questions-là. Et effectivement, il avait fait une classification, alors qui avait le grand mérite de mettre le doigt sur un certain nombre de choses, et notamment sur la nécessité de distinguer un certain nombre de phénomènes qui sont différents. Et oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'anthropologie a eu tendance à faire en gros 3 catégories: la guerre, la vendetta, et puis tout le reste. Et tout le reste, c'était des trucs bizarres. Alors, on dit pas bizarre parce que ça fait pas très sérieux quand Oui. on est à l'université, mais il y a un mot qui marche très bien, c'est rituel ou Mhm. Oui. ritualisé. Oui. Alors, vous dites, bah, c'est de la guerre rituelle, et avec ça, hop, vous êtes perché, vous avez, si j'ose dire, un totem d'immunité, et Testard a eu le mérite de se Mhm. dire, ah, cette histoire de guerre rituelle, ça veut pas dire grand-chose, voilà. À mon avis, il s'est approché de la solution, mais c'était pas effectivement très satisfaisant. D'abord, il définit assez mal la vendetta en disant dans la vendetta, on tue systématiquement le coupable en personne, ce qui Oui. n'est pas vrai. Mhm. Il y a des tas de vendetta où on Ouais. va tuer quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de son clan, quelqu'un de son groupe, quoi, voilà. Mhm. Oui. Et ça vaut pour un, voilà. Et puis Dezio, dire limité, pas limité, c'est quand même, comment dire, c'est pas très satisfaisant. Hein. Mhm. Mhm. D'ailleurs, il avait du mal à définir la guerre aussi. Il Ouais. disait la guerre, c'est le conflit le plus gros qu'une société puisse donner. Sauf que en réalité, à partir de quand c'est le plus grand, Eh sur oui. quoi on se juge, etc. Voilà. Mhm. Donc je me suis appuyé sur les réflexions de Testard, comme sur celles d'ailleurs d'un certain nombre d'autres collègues, tout en pensant qu'on pouvait aller plus loin et essayer de faire mieux, ce qui est le principe de la science collective, enfin qui est une œuvre collective. Hein, Eh oui. voilà, donc Eh oui. et il y aura sûrement quelqu'un qui va passer derrière moi Certes. en disant que ma solution n'est que partiellement satisfaisante. J'espère qu'elle l'est au moins partiellement, mais Mm. voilà. Alors justement, vous définissiez un certain nombre de critères pour arriver à une qualification générale de la guerre. On cherche, dans un premier temps, on cherche à vider une querelle, on parle de confrontation résolutive, ensuite, dans les confrontations, il n'y a aucun accord préalable avec l'adversaire, et le troisième, vous proposez là un néologisme que je vais vous demander de définir, les confrontations conventionnaires. Oui, alors l'idée, bon, moi je me suis retrouvé face à cette immense masse de matériel. Hein. J'ai commencé évidemment par faire ma petite collecte dans la littérature, en allant voir ce que les gens faisaient, et donc en tombant sur des formes de conflits absolument étonnantes. Il y en a une dont je peux parler parce qu'elle permet de faire comprendre un petit Oui, peu l'esprit enfin ma démarche en tous les cas. très bien. Dans les Andes, depuis un certain nombre de siècles, se pratique un truc qui s'appelle le tinku. Ça consiste pour 2 villages ou 2 moitiés de village à se rencontrer à date fixe. On fait une fête, etc., etc. Et puis on commence à se chauffer, la partie masculine de la population, Ouais. voilà. Et ça se finit en baston général avec des armes qui sont pas des revolvers et des choses comme ça ou des armes blanches, mais qui sont quand même des espèces de massues qui font très Mhm. très mal. Ça fait des bras cassés, ça fait des jambes cassées, ça fait des crânes fracassés et ça fait des morts. Mais à la fin de l'après-midi, bah, c'est quoi qu'il arrive, c'est fini. On se sépare, voilà, on se Mhm. donne rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Et le but de la manœuvre, c'est que le sang, c'est l'idée que le sang répandu au travers de ce truc-là Mhm. va nourrir la terre-mère et Ouais. donc faire pousser les récoltes. Si on met ça en regard de la guerre, de nos guerres, Oui. voilà, il me semble qu'il y a 2 grands critères qui permettent de voir que c'est pas du tout la même chose et que du coup parler de guerre rituelle c'est une espèce de, enfin, au mieux c'est un oxymore, au pire Oui. ça veut rien dire du tout. Mhm. Première question effectivement, est-ce qu'on se bat pour en finir, pour ramener la paix, pour mettre en place une situation où il n'y aura plus besoin de se battre? Voilà. La guerre répond à cette définition, la vendetta répond à cette définition, Mhm. d'autres formes d'affrontement répondent à cette définition, mais clairement, le Tinku, c'est pas fait pour ramener la paix. D'ailleurs, on n'avait rien contre ces Eh oui. gens-là, et on sait qu'une fois fini, de toute façon, l'an prochain, on recommencera, Mhm. et a Eh oui. priori, on commencera pour l'éternité des temps. Deuxième critère, effectivement, comme vous le disiez, est-ce que quand on se bat en s'étant mis d'accord avec l'adversaire Mhm. préalablement. Oui. Et alors en s'étant mis d'accord, alors il y a des choses, comme on dit, accessoires, puis il y a une chose essentielle. Chose accessoire, le lieu de la rencontre, quelles armes on avait le droit d'utiliser, Mhm. etc. Et la chose essentielle,
comment on allait finir. Quelle serait la conclusion de cette Eh oui. affaire? Dans le Tinku, on s'est mis d'accord sur le fait qu'à la fin de l'après-midi, c'est terminé, on arrête, Mhm. quoi qu'il se soit passé, Oui, oui. et on ne remet pas les couverts avant l'année prochaine. Voilà. Mhm. Dans la guerre, chacun sait, il suffit d'ouvrir Eh son oui, poste de radio ou de télévision, que on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. c'est Voilà. clair. Donc, avec ces deux. Alors, effectivement, j'avais besoin de mots pour appeler, pour pas être obligé de faire des phrases de 3 km de long à chaque fois que j'avais besoin d'en parler. Alors, dans le premier cas, est-ce que ça ramène la paix ou est-ce que ça, c'est censé aboutir à la fin du combat et un nouvel État, disons, pacifié Oui. ou pas? J'ai utilisé un terme qui avait été déjà proposé par d'autres anthropologues. J'ai parlé de conflit résolutif, au sens de résoudre une querelle, Oui, voilà, oui. ou de résoudre un différend. Quand une querelle, ça peut aller très loin, parce que quand vous résolvez le problème en exterminant l'adversaire, c'est de la grosse Eh oui, querelle. Hein. Mais enfin, bon voilà, c'est il y a clair. l'idée, il y a un problème à résoudre, on se tape dessus, et après, le problème disparaît, et donc la nécessité de se taper dessus. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis pour le deuxième, j'ai été bien embêté, j'ai cherché longtemps, j'ai tourné autour du pot, et j'ai eu plein d'idées qui n'étaient pas bonnes, et j'en suis arrivé à l'idée qu'on se battait dans le cadre d'une convention Mhm. entre les deux parties. Donc le premier adjectif qui m'était venu, c'était conventionnel. Manque de chance, c'est déjà pris pour autre chose, puisqu'on parle de guerre Eh conventionnelle ou oui. de guerre non conventionnelle, et que moi, dans mon idée, la guerre, ça n'est jamais l'objet d'une convention, Mhm. dans le sens où, encore une fois, on ne sait jamais comment ça va Oui, oui. finir. Enfin, Oui, 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 oui. on commence pas une guerre en disant, bon les gars, on est bien d'accord que quand on arrive à telle situation, on arrête. Eh oui. Eh oui. Ça ne se passe Bien jamais sûr. comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai fabriqué un nouveau mot. Je m'en excuse, mais voilà, je pense que globalement le bouquin n'est pas trop illisible avec Non, justement plein de termes techniques et de choses comme ça. c'est vrai. J'essaye d'être le plus simple et le plus clair possible. Mais voilà, là j'ai été coincé et donc j'ai parlé d'affrontement conventionnaire. Et de ce point de vue-là, donc si on veut appliquer le vocabulaire, la Mhm. guerre est un conflit résolutif mais pas conventionnaire, alors que le Tinku est un conflit pas résolutif, mais conventionnaire. Et puis après, c'est comme les papapapous, les papapapous, etc. Mhm. On a 4 cases dans le tableau et on peut remplir les 4 avec des tas de choses qu'on trouve en ethnologie, en histoire. Eh Voilà. oui. Alors justement, on va détailler un peu ces différents types de confrontations. Alors on va commencer par la confrontation conventionnelle résolutive. Alors, la confrontation résulte d'un accord préalable, vous l'avez dit, entre les deux parties. On peut être sur un pied d'égalité, on peut parler de duel collectif. Pour cela, vous le dites, les antagonistes doivent avoir des valeurs communes et être socialement proches. Oui. Et vous décrivez les types de duels collectifs, celles où la lutte est libre et celles où l'ordre des phases offensives et défensives est codifié. Oui, alors c'est comme tout, hein, on fait une classification, puis il y a des niveaux de classification, puis il y a des sous-types, il y a des variantes. Et oui, et Voilà, oui. voilà. Alors l'idée de fond de ce truc-là, c'est donc que des gens, des groupes humains, vont se mettre d'accord pour résoudre un conflit en se tapant dessus dans le cadre de règles fixées à l'avance et en Oui, particulier, j'insiste sur comment on finit. Donc tout ça, on pourrait dire d'une certaine façon, avec un tout petit peu d'approximation, mais enfin là, on ne va pas rentrer dans les micro-détails, que c'est finalement des duels collectifs et judiciaires. Alors, duel judiciaire, ça nous parle un petit peu parce que nous, dans notre propre passé, au Moyen Âge et avant, il y avait cette idée que quand des individus avaient des comptes à régler, ils pouvaient le faire. Alors, au Moyen Âge, quand même, dans le cadre justement d'une supervision étatique, hein, oui, donc c'était déjà un duel un peu vidé de sa substance. Mais dès qu'on va dans des sociétés sans État, donc, je refais cette parenthèse, mais nous, on a comme habitude que quand on a un différend avec quelqu'un, avec un groupe, etc., on doit passer par l'autorité, et oui. on doit passer par le commissariat de police, le juge, tout ce que vous voulez. Mhm. Et au bout du compte, seule l'autorité qui détient la force, la police, l'armée, la Eh oui, gendarmerie, tout ce que vous voulez, va pouvoir sanctionner, imposer aux individus coupables de payer quelque chose, d'aller en prison, des châtiments corporels si on est dans d'autres sociétés, la peine de mort, enfin bon bref. Tout ça dans une société sans État, ça n'existe pas. Donc nous, on nous apprend depuis tout petit
que la vengeance, c'est le contraire de la justice. Eh oui. Quand vous êtes dans une société sans État, c'est très exactement l'inverse. Non seulement vous pouvez vous venger, vous faire justice vous-même, mais Eh vous oui. devez vous faire C'est justice ça. vous-même, sinon Eh personne oui. ne va le faire à votre place. Oui. Je réinsiste sur ce préambule parce que Oui, oui. c'est évidemment essentiel si on veut comprendre ce que d'autres gens font dans d'autres sociétés. Mhm. Et donc ces duels collectifs, bah, ma foi, c'est un truc qu'on inventé beaucoup de sociétés humaines, pas toutes. D'ailleurs, sur la carte du monde, il y a des endroits desquels les duels collectifs sont judiciaires, sont curieusement absents. Je ne me l'explique pas. Par Ok. exemple, en Amérique du Nord, j'en trouve pas, alors qu'il y en Ok. a plein en Australie, en Nouvelle-Guinée, en Amazonie. Voilà. Donc il y a des endroits où j'en ai vu, il y a des endroits où j'en vois Mhm. pas. Mais en tous les cas, effectivement, l'idée c'est de dire nous avons un différent. On se rencontre, rendez-vous entre guillemets derrière l'église ou sur le champ de Mars ou je ne sais Oui, pas oui. où. Et puis on va régler ça. Alors après, ce qui est merveilleux, c'est l'immense diversité des règles et des arrangements qui ont été inventés. Et donc effectivement, vous y avez fait un petit peu allusion. Je signalerai juste un truc assez étonnant, c'est que nous, on a tendance à penser que ce qui compte dans un duel, c'est qui le gagne, Oui. évidemment. Le vainqueur remporte l'objet du différend. Ben, il y a plein de situations où c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de s'être tapé dessus. Donc qui gagne, on s'en fout un peu. Par contre, le simple fait de s'être tapé dessus fait que on manifeste ensuite bruyamment que ça y est, c'est bon, on est redevenu amis, c'est fini, on n'y revient pas, on fait la fête ensemble, et voilà. Et encore une fois, au milieu de tout un tas d'autres variantes, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Alors justement, vous déterminez 4 types de résolution. La première, c'est la résolution par victoire. Oui, alors ça, c'est les sous-types Oui. un peu étranges. Alors, par victoire, bah, c'est tout simplement à laquelle nous, on pense en premier, Eh oui, parce que bien c'est sûr. celle qu'on connaît. Donc, il y a celle à laquelle je viens de faire allusion, c'est on fait un duel collectif, peu importe l'issue, ce qui compte, c'est de l'avoir fait, c'est de s'être tapé dessus, et puis comme ça, on a vidé notre colère, et c'est bon, on peut redevenir amis. Eh oui, Donc ça, en gros, c'est le duel par défoulement. Alors, j'ai pas mis défoulement, j'ai mis catharsis, c'est et je ça. sais que je suis dans une émission qui aime les mots grecs. C'est ça, absolument. Les mots grecs anciens. Donc voilà, mais enfin l'idée c'est ça. Et puis il y a des formes plus étranges et plus rares. Il y en a une que j'ai relevée dans la littérature. En Nouvelle-Guinée, dans certains coins, il y a un truc absolument étonnant où les gens enfin c'est pas se déclarent la guerre, c'est pas des guerres, mais enfin Mhm. disent ok, on a un conflit, on va faire on va faire Oui, ils donnent le nom du truc. Et là on sait qu'on est parti pour des semaines, voire des mois d'accord. de batailles à peu près quotidiennes, batailles qui généralement font très peu de morts chaque jour, mais avec l'idée que par avance, on sait qu'on s'arrêtera à 10 partout. Et donc, c'est une façon de résoudre le conflit par équilibrage, comme dans la Vendetta, sauf que là, on est d'accord par avance sur Mhm. le fait que c'est à 10 partout qu'on arrête le match de. Alors, j'allais Oui, dire oui. le match de foot, c'est pas du foot, il y Oui. a des morts, mais voilà. Et puis, alors, il y a une autre forme totalement, comment dire, ponctuelle que j'ai relevée dans un coin de l'Australie où les gens, comment dire, il y a un groupe, c'est pas vraiment un duel parce que c'est une sanction. Il y a un Oui. groupe qui a admis par avance qu'il était coupable. Et D'accord. donc, quand on rencontre l'autre, c'est pas pour se battre, c'est pour se faire taper dessus sans avoir le droit de répliquer. Sauf qu'on fait ça de manière, c'est pas juste, comment dire, tu tends la joue, ou Oui. la tête et on te met un bon coup de massue. Non, ils ont le droit de se défendre. C'est un peu comme le penalty au football, si vous voulez. Mhm. Y a un peu de sport quand même. D'accord. Donc, le groupe coupable, il a le droit que au bouclier. Le groupe, comment dire, qui applique la sanction, lui, va avoir des armes de jet, Oui. etc. Et on va organiser cette confrontation avec une part de, je sais pas, d'incertitude sur le résultat final. Mais là, c'est plus une sanction qu'un duel. Voilà. Et alors justement, vous le précisez, si la personne devait sortir vainqueur, il devait quand même se soumettre à se faire transpercer la cuisse d'une lance barbelée dont l'extraction était très douloureuse. Alors ça, oui. Alors ça, c'est parce qu'en Australie, en fait, ils ont donc il y a une forme. J'ai trouvé une forme collective de cette affaire-là, mais en fait, sous la forme individuelle, c'est un truc extrêmement courant en Australie. Donc vous avez quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il fallait pas, qui a piqué la femme d'un autre, qui a, enfin, je sais pas, voilà. Oui, oui. Mais les rapports entre les groupes sont suffisamment amicaux ou enfin amicaux ou non empreints d'hostilité, voilà, on va Mhm. le dire
plutôt dans l'autre sens, Oui. pour que ça se règle pas par un assassinat direct. Mhm. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, on organise cette forme judiciaire Oui. étonnante à nos yeux. Nous, on aurait tendance à mettre ça dans nos films de série B de dystopie. D'ailleurs, je me Oui. demande si ils sont pas en train de ressortir, de faire un remake de Running Man, qui est D'accord. justement un film qui est basé sur ce principe-là. Ah oui, Donc, vous savez, dans les films de science-fiction, vous avez le condamné. Il est condamné en général à mort, hein, sinon c'est pas drôle. bien sûr. Et on lui laisse une chance. Voilà, D'accord. il faut qu'il Oui, oui. s'échappe d'une chasse à l'homme, Oui, d'une oui, oui, course oui. poursuite. Voilà. Ben, les Australiens faisaient un peu ça. Donc le condamné, effectivement, avait le droit que à un bouclier et à l'esquive. Et en face de lui, il y avait un certain nombre de gens qui lui Oui. jetaient des projectiles, etc. Et après, il y avait tout un tas de variantes, mais dans certains coins, il y avait effectivement le système de la peine planchée. Et d'ailleurs, le témoignage le plus circonstancié qu'on ait là-dessus, on le doit à un mousse français qui s'appelle Narcisse Pelletier, D'accord. qui s'est retrouvé pendant 17 ans, son bateau a fait naufrage, il Ah s'est oui, retrouvé pendant 17 ans dans une tribu aborigène, d'accord. il a été ramené semble-t-il plus ou moins de force 17 ans plus tard à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où Mhm. quelqu'un l'a fait causer et a noté ses Ah oui, oui, témoignages. oui. Et Pelletier dit, si le gars en réchappait de cette Oui. épreuve de lance, Mhm. eh ben, il y avait quand même la peine planchée, Mhm. c'était le châtiment corporel australien standard, on vous faisait effectivement, on vous transperçait le haut de la cuisse sans toucher à l'artère fémorale. En gros, il D'accord. fallait que ça fasse le plus mal Oui, possible oui. sans voilà. Oui, oui. Avec une lance barbelée. Et j'ajoute même pour la petite histoire que dans certains coins, elle était barbelée dans les deux sens, D'accord. vers l'avant et vers l'arrière, ce Mhm. qui fait Mhm. qu'une fois que vous étiez Oui. embroché, vous pouviez la retirer ni en la poussant ni en la tirant. Et évidemment, il n'y avait pas d'anesthésique. Hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, arrivons à la confrontation discrétionnaire non résolutive. Alors là, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on se bat. Les intentions réelles, comme vous le dites, ne sont pas toujours avouables. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on se bat donc sans demander l'avis de l'adversaire, mais sans avoir l'intention d'établir la paix d'une manière ou d'une autre? Eh bien tout simplement, la première grande catégorie, c'est l'équivalent de la chasse en réalité. C'est-à-dire que c'est un truc là aussi qu'on connaît bien, même si nous on l'applique pas entre humains, on l'applique Mhm. plus entre Oui, humains parce qu'on est une société étatique, mais il y a l'idée de bah, on va se servir, hein, on va se servir chez les autres, mais on va se servir, la différence avec la guerre, c'est que il n'y a pas dans l'idée d'instaurer un nouveau rapport, de mettre en subordination, de piquer un territoire de manière oui, oui. définitive, etc. C'est le raid de pillage, si on veut. Alors, on pille des tas de trucs, des trucs auxquels nous on s'attend, puis des fois des trucs auxquels nous on s'attend pas. Donc, dans les trucs auxquels on s'attend, ben, on pille des biens. Vous pillez Oui, des armes, des métaux précieux, du bétail, des chevaux, des camélidés, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, le mot de razzia est un oui. mot arabe qui nous vient de ces tribus Mhm. de Libye et d'Arabie qui Oui, pratiquaient ça, j'allais dire, qui avaient érigé ça au rang d'art. Cela dit, il y a une petite citation de Tacite à propos des Germains, donc de l'Antiquité, qui est absolument délicieuse, parce que les Germains étaient aussi des pillards invétérés. oui. Tacite écrit, enfin, je vous le dis en substance, hein, je ne l'ai pas au mot près, mais enfin, D'accord. ils considèrent comme déshonorant d'acquérir par le travail ce qu'on peut Ah oui, acquérir oui, avec bien le sûr. sang. Oui, oui. Donc, bah, ils avaient la morale qui allait avec. Voilà. Donc, alors, on pille ça, on pille des fois des êtres humains. Alors, un peu des fois pour les adopter, ça va être surtout des femmes et des enfants. Oui. Mhm. Beaucoup aussi pour pour les mettre en esclavage. Hein, Mhm. voilà. Et puis alors, le truc le plus étonnant pour nous, c'est qu'on va aller piller des têtes, pas dans le sens où on a gagné la guerre, on coupe la tête et puis voilà, on la plante au bout d'une pique et on montre qu'on est un grand guerrier, etc. Non, non, Mhm. non, on va prendre des têtes, c'est le but de la chasse, hein, c'est de prendre des têtes ou d'autres parties du corps, mais généralement la tête, avec l'idée que la tête va avoir des vertus Oui. magico-religieuses et donc bénéficier à votre village. Alors, selon les endroits, ça prend des formes à peu près tout à fait improbables, mais enfin, il y a l'idée que, un, ça éloigne les maladies, deux, Oui, ça oui. rend les femmes fertiles, trois, ça multiplie le gibier, quatre, ça fait pousser le riz, etc., etc., etc. Mhm. Donc voilà, c'est toute cette grande catégorie de la chasse, en fait, ou de la razzia, ouais, Oui. on peut l'appeler de plein de façons. Mhm. Après, il y a d'autres versions moins communes. En particulier, je citerai simplement des endroits où on pratique la vengeance, mais une vengeance où on ne compte pas les points. C'est pas comme la vendetta dans l'idée de dire
un jour on va arriver à l'équilibre et un Mmh. jour du coup on va pouvoir s'arrêter. Ouais. Il y a des endroits où les gens se vengeaient avec l'idée que de tout temps on s'était vengé de nos ennemis, qui eux-mêmes se vengent de nous. Oui. De tout temps on se venge d'eux, mais il n'y a pas l'idée que ça doit s'arrêter un jour. Donc on ne fait ni guerre de vengeance ni vendetta au sens où on veut Mmh. faire match nul. On compte plus depuis longtemps, voilà. Et c'était par exemple le cas dans certaines tribus d'Amérique latine, dont les Tupinamba, qui sont un petit peu célèbres parce que bah, d'abord ils nous ont laissé le topinambour, Et oui. et d'autre part, bah, par exemple, c'est ceux dont Montaigne parle dans les Essais, dans un chapitre célèbre qui s'appelle Des cannibales. Voilà. Et oui, alors justement, il faut qu'on parle quand même du cannibalisme, puisque une des formes d'acquisition d'éléments corporels, eh ben, ça peut être le cannibalisme. Et alors, Oui, alors, oui, pardon. il y a deux formes de cannibalisme. Enfin, il y a deux raisons. Il y a l'endocannibalisme et l'exocannibalisme. Oui, oui, oui. Alors, le cannibalisme est un phénomène. Alors, oui, avec la chasse aux têtes, c'est un peu dans l'imaginaire occidental, c'est un peu les deux piliers de la Oui, sauvagerie. Les gens qui font ça sont à peine des êtres humains. Alors, curieusement, d'ailleurs, au passage, le cannibalisme a donné lieu à un certain nombre d'études, y compris de livres de synthèse. Pas tant que ça, mais il y en a. La chasse aux têtes, jamais, pour une raison ah oui. que je ne m'explique pas. Il y a des écrits, comment dire, circonstanciés sur tel ou tel peuple, mais Mhm. il n'y a pas d'étude globale. Alors, le cannibalisme, j'ai pas tellement d'exemples où on irait manger des gens dans l'idée que ça nous bénéficierait justement d'une façon Oui, magico-religieuse. Voilà. Le coup de je m'approprie la force de l'ennemi, etc. Je dirais ah pas oui, que ça n'existe pas, mais ça ne d'accord. saute pas aux yeux. Mhm. En revanche, effectivement, il y a deux grandes catégories de raisons pour lesquelles on bouffe d'autres êtres humains. Alors déjà, pour commencer, le cannibalisme, c'est très banal. Voilà, pour nous, c'est abominable, Eh c'est oui, tout ce qu'on veut. Cela dit, Montaigne lui-même relativisait déjà il y a 5 siècles en disant, bah ok, c'est peut-être pas très sympa le cannibalisme, bah après tout, eux, ils font ça à petite échelle et puis sur leurs ennemis identifiés comme tels, etc. Et eh nous, oui, nos guerres de religion, hein, c'est elles sont clair. bien au Bien moins sûr, aussi barbares. Bon, bien sûr. cette parenthèse mise à part, en gros, il y a donc des situations, des sociétés où ceux qu'on mange, ce sont les nôtres. D'où cette idée de endocannibalisme. Et Oui, dans ces cas-là, c'est toujours, alors presque toujours, il y a des cas d'endocannibalisme judiciaire. C'est pour un meurtre ou un crime oui, oui, particulièrement infamant, où le prisonnier, enfin le condamné, oui, va oui, non seulement être buté, mais ensuite on va le manger. Ben là, c'est des trucs très rares. Hein, oui, voilà. Bon. Mais généralement, c'est funéraire. oui, Donc, c'est une manière, de montrer, de témoigner de l'estime aux morts, et deux, peut-être aussi, alors je suis pas assez spécialiste pour en être certain, mais mhm. peut-être aussi de l'idée que le mort va continuer à vivre au travers de nous, en tous Oui, les oui, cas être présent en nous oui, et de perpétuer son souvenir. Voilà. Et puis il y a l'exo-cannibalisme, c'est-à-dire on mange les autres. Et là, c'est invariablement une marque d'hostilité. oui. On mange les autres, Par soit parce mépris. qu'on les méprise complètement, Oui, voilà, soit parce que même c'est une façon avouée de les anéantir. Tu n'es que du gibier, oui, oui. je te mange, je te réduis à néant, tu vas passer par mes intestins et finir, comment dire, en excréments. Eh oui. Et voilà, et c'est la forme ultime du mépris, de la vengeance, de l'anéantissement, etc. Alors, dans votre livre, vous relevez, alors je ne sais pas si on peut parler d'anecdotes ou de faits, où certains peuples s'étonnent que ben, les Occidentaux ne mangent pas de chair humaine parce qu'elle est bonne. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ah, C'est le, non, mais c'est très amusant aussi. Alors, je cite quelques cas comme ça d'ethnologie inversée où mhm. effectivement, bah, les gens d'autres sociétés s'étonnent autant de la nôtre, enfin de nos coutumes, que Eh nous oui, nous étonnons bien des sûr. leurs. Et par Mhm. exemple, il y a le cas des Iroquois, Indiens d'Amérique qui donc au départ collaborent avec les Français. Et les Indiens Iroquois, société non étatique, pour eux, on se venge. Et quand un ennemi vous tue quelqu'un, vous essayez de venger l'ennemi. Et les Français, évidemment, raisonnent pas du tout comme Ah ça. Ils oui, raisonnent dans le cadre d'une armée, oui, oui, etc. oui, oui, Et bien donc, sûr. les Iroquois sont extrêmement surpris et, pour tout dire, très déçus par leurs alliés qui n'accomplissent même pas le devoir élémentaire de Oui, vengeance. Voilà. Alors, le coup du cannibalisme, c'est autre chose. C'est une anthropologue française, oui, Hélène Clastre, qui tombe, parce que le cannibalisme est une des grandes énigmes de l'anthropologie. Pourquoi il y a des gens qui sont cannibales et pas d'autres? C'est eh très oui. compliqué de répondre à ça, parce Mhm. que d'habitude, quand vous tombez sur des cas, vous dites bah, c'est à cause de ça ou de ça, mais il y a toujours 12 000 variables différentes, et Mhm. donc vous dites ah oui, mais non, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon, voilà. Et on tombe en Amérique latine sur une tribu de chasseurs-cueilleurs où une branche est cannibale et pas l'autre. Ah,
Donc là, d'accord. Hélène Classe te dit merveilleux, j'ai enfin le cas d'école Ah oui, qui va me permettre de de comprendre. savoir pourquoi et pourquoi pas. Donc elle va voir ceux qui sont pas cannibales, et elle leur dit pourquoi vous mangez pas les ennemis quand vous les tuez, et les Mmh. gars répondent bah, parce que la chair humaine c'est dégoûtant, c'est pas D'accord. bon, c'est amer, voilà. Bon, ok, elle note ça dans son carnet. Puis après elle va voir ceux qui sont cannibales et vous pourquoi vous bouffez vos ennemis? Elle dit parce que c'est très bon. Ah bah, voilà. Euh, voilà, réponse avec laquelle évidemment elle a sans doute été un peu frustrée et nous Oui. derrière, voilà. Eh Mais on oui, eh oui, oui. Alors il y a d'autres motifs, également, il y a la vengeance, pour Alors la revenir. vengeance, c'est vraiment le motif, comment dire, qui traverse toutes ces sociétés non étatiques, et en particulier celles d'entre elles où la richesse n'existe pas encore, puisque en gros les premières sociétés humaines, et quand je dis les premières, ça a duré très longtemps, n'utilisent pas les biens matériels pour autre chose que justement leur utilité propre, leur Mmh. utilité productive. Et donc, posséder plein de biens matériels n'a pas franchement Oui. beaucoup d'intérêt. Il va se passer un truc absolument, alors ça c'est notamment Alain Testard qui a beaucoup souligné ça, mais il se passe quelque chose, un bouleversement, une bifurcation fondamentale dans les sociétés humaines, le jour où les biens matériels vous servent dans le jeu social. Oui. Vous allez pouvoir acheter des positions Eh sociales ou oui. des droits sur des humains avec des Mmh. biens matériels. Voilà. Eh oui. Alors avant ça, est-ce que du coup les gens ne se battaient pas, puisque en gros nous, on se bat pour avoir de la richesse, donc on a tendance à se dire, bah, avant la richesse, du coup, les chasseurs-cueilleurs, pourquoi voulez-vous qu'ils se battent? Ils n'ont Mmh. aucune raison de Bien le sûr. faire. Et Eh ben, oui. Eh oui. là aussi, il y a une petite myopie ou une grosse myopie ethnocentriste. Oui, ces gens-là se battent, et justement, on voit, alors, dans les différentes modalités qu'on a évoquées, Mmh. que ce soit de manière conventionnaire ou pas, que ce soit dans une guerre ou dans une vendetta, que ce soit, bon voilà, il y a un thème qui revient, qui revient, qui revient, c'est l'idée de se venger, Ouais. c'est l'idée de se faire respecter Mmh. en quelque sorte, mais il y a l'idée que, comment dire, dans une société, encore une fois, où il n'y a pas d'autorité étatique, ou quand vous avez un conflit avec quelqu'un, et les conflits, ça peut naître pour d'autres choses que les histoires de richesse, hein, Mmh. voilà. Ne serait-ce que il m'a mal parlé, hein. Eh C'est oui. aussi des fois aussi bête que ça. Eh bien, quand vous n'avez pas d'autorité étatique vers qui vous tournez pour faire respecter vos droits, Mmh. vous pouvez et vous devez, c'est même un impératif, c'est des sociétés qui valorisent ça énormément, faire valoir vos droits vous-même, vous venger vous-même. Eh oui. Et effectivement, ces sociétés sont, j'allais dire, obnubilées par la vengeance. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde passe son temps à taper sur tout le monde, Mmh. mais comment dire, c'est exactement comme chez nous, la peur du gendarme, comment dire, conditionne au moins en Eh arrière-plan oui. toute une série de comportements Bien et sûr. met des barrières à ce qu'on fait et à la manière dont on voit les choses. Ben, chez eux, l'exercice de la vengeance, le nôtre et puis ceux que les autres peuvent employer, ben, c'est pareil, c'est ça qui crée le, comment dire, le terreau, qui met en place le décor social. Quoi, Eh voilà. oui. Alors un dernier point, c'est le deuil. Oui, alors dans certains endroits, et notamment en Amérique du Nord, il y a des expéditions de deuil. Un être cher est mort. J'ai le cœur gros. Qui veut venir avec moi? On va tuer quelques ennemis et ça ira mieux. Et il semble pas que ce soit spécialement une histoire de vengeance. Alors des fois, comment dire, ça peut se confondre, hein, mais Mmh. dans un certain nombre de cas, c'est simplement ça ira mieux si j'ai tué deux ou trois ennemis qui même me suivent. Alors évidemment, c'est des choses qui pour nous sont un peu étonnantes. Là encore, nous, on est dans une société Bien étatique. sûr. On n'a pas le droit d'aller Eh tuer oui. des gens comme on veut, même quand c'est pas des Français. Voilà, l'État nous a interdit de faire ça depuis longtemps. Mais dans des sociétés non étatiques, bah, c'est pas comme ça que ça se pose. Et effectivement, dans certains coins, on trouve des pratiques qui sont comme ça. Oui. Alors la troisième grande confrontation, c'est la confrontation conventionnaire non résolutive. Et là, Alors il y a... c'est la C'est la quatrième parce qu'on quatrième, a fait oui, déjà les trois premières oui, cases. c'est vrai. Oui, et ben voilà. Alors ça va être des confrontations où donc on se met d'accord avec l'adversaire, toujours pareil sur les modalités, et deux, c'est pas pour rétablir la paix. C'est pas des confrontations judiciaires. Mm. Hein, on se tape dessus pour autre chose. Alors, ben, on en a cité une, j'en ai cité une au départ de cet entretien, c'est le Tinku. Donc, il y a toute une catégorie où on va se taper dessus pour, comment dire, invoquer la faveur des forces surnaturelles, des Oui, esprits, des dieux, tout ce qu'on veut. Donc j'ai appelé ça propitiatoire. Alors ça peut être par sacrifice, ça peut oui, être oui. pas par sacrifice, mais il y a par exemple un exemple. Alors
un exemple qui est proche de nous, c'est celui des Jeux Olympiques de l'Antiquité, hein, dont on oublie un peu trop souvent que, aux yeux de ceux qui le faisaient, c'était pas du sport, Eh oui. hein, c'était une façon de rendre hommage aux dieux Mmh. et de leur faire plaisir, car les dieux regardaient les jeux et ils prenaient autant de plaisir Eh si oui, les eh jeux oui. étaient bons que les humains, et donc ensuite les dieux allaient être gentils avec nous, puisqu'on leur avait fait plaisir, ils allaient bien nous le rendre d'une façon ou d'une autre. En Amérique du Nord, par exemple, on parlait de l'Amérique du Nord, ben, il y avait des gigantesques parties d'un jeu que les Français ont appelé le lacrosse, parce que l'espèce d'instrument qui servait à porter la balle ressemblait à une crosse d'évêque, Ah hein, oui, voilà, d'accord. qui étaient des rencontres extrêmement viriles, hein, d'ailleurs toutes ces formes de sport, disons, Mmh. pré-sportives ou pré-modernes, Oui, il y a des niveaux de violence admis qui sont très, 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 très au-delà même du plus violent des sports actuels, hein, voilà. Mais il y avait l'idée qu'on faisait ça pour mettre fin à une sécheresse, pour oui. chasser une maladie, Mmh. etc. etc. Et c'était les medicine men, les chamans, appelons-les comme on veut, locaux, qui ordonnaient ce genre de trucs aux grandes dames des missionnaires jésuites qui Oui. disaient mais qu'est-ce que c'est que ces superstitions, hein, au lieu de croire à la vraie foi, Eh oui. ils croient à ça. Et puis après, il y a d'autres types de confrontations qui là sont même purement, j'allais dire, compétitives, identitaires. Oui. On se bat parce que nous, c'est nous, que eux, c'est eux. On s'aime pas, ou même d'ailleurs, c'est même pas qu'on s'aime pas, mais on n'est pas pareil, Mmh. voilà. Et puis, plus on tapera sur eux, plus on sera nous, voilà. Et l'honneur et le truc comme ça. Alors, des Oui. fois, ça prend des formes très formalisées. Notre sport moderne, soit dit en passant, c'est la version expurgée de violence de ce truc-là, hein, et c'est la compétition organisée, alors là, formalisée comme elle ne l'a jamais été dans aucune société. Mais on retrouve ça sous une forme justement, enfin, moins formalisée, pardon pour l'expression un peu malheureuse. Et il y a un exemple délicieux, c'est celui de Venise, où Oui. pendant 6 siècles, deux moitiés de la ville, les métiers des gens de la mer et les métiers des gens de la terre, se sont rencontrés périodiquement sur les ponts de la ville dans des affrontements extrêmement violents. Ça faisait régulièrement des morts et ça a fait, je crois, jusqu'à 26 morts, si mon souvenir est bon. Et là, l'idée, c'était de conquérir les ponts, de repousser les autres et de conquérir le pont. Eh oui. C'était une conquête absolument purement honorifique et purement Mmh. pour la Eh gloriole, oui, eh hein. oui, eh oui. Il n'y avait aucun bénéfice économique, aucun bénéfice politique, etc. Mais on pouvait ensuite bomber le torse pendant des mois dans la ville en disant nous Bien avons sûr. conquis les ponts, c'est nous les Eh meilleurs. oui. Voilà. Et ça, c'est évidemment des phénomènes qu'on continue d'observer, disons, dans les interstices, j'allais dire dans les ports des sociétés étatiques, quand vous avez des groupes de hooligans, des effets de bande de quartier, ou etc., où il y a ce côté identitaire, on se bat pour être quelqu'un dans notre groupe, Eh quoi. oui, eh oui. Voilà, parce que notre groupe, il existe, il nous donne ça donne un sens à notre Bien existence. sûr, bien sûr. Alors, on a passé en revue un peu la classification générale. Il faut qu'on... Alors, on a très peu de temps, mais il faut quand même qu'on parle de l'origine de la guerre. Alors, par quoi commencer? À quand remonte la guerre? Alors, il y a plusieurs points. Il y a l'éthologie, l'ethnologie, l'archéologie. On va commencer par quoi? Ah ben, je peux essayer, comme on n'a pas beaucoup de temps, je peux essayer de Oui, faire un paquet cadeau, si oui. j'ose dire. Bon, en gros, il y a deux grandes opinions là-dessus. Il y a des gens qui disent, finalement, l'humanité se bat depuis toujours, les groupes humains se battent depuis toujours et font la guerre depuis toujours, et y Mhm. compris peut-être même, probablement, nos ancêtres non humains le faisaient déjà. Et d'ailleurs, les chimpanzés, quand deux groupes de Oui. chimpanzés se rencontrent, ça ne se passe jamais bien, hein, voilà. Et puis il y a ceux qui disent oui, mais alors soit ils disent on se battait pas, soit ils disent oui, on peut peut-être se battre, mais c'était pas de la guerre. Mhm. Appelons pas ça de la guerre, Oui. etc. Mhm. Et finalement, la guerre, ça n'a vraiment commencé que lorsque, alors il y a différentes versions, lorsqu'il y avait suffisamment des ressources intéressantes à piller ou à Oui. défendre, Mhm. lorsque ça a devenu intéressant d'exploiter le travail d'autrui, ou lorsque même il y a eu des guerriers professionnels. Et avant, on C'est n'a ça. pas le droit de parler de guerre. Mhm. Alors, il me semble que le débat n'est pas facile, évidemment, parce que, en particulier sur le plan archéologique, la grande question, c'est, tout le monde est d'accord, plus vous remontez dans le temps, moins vous trouvez de
traces de conflits Oui. collectifs. Ça, c'est une évidence. Mhm. Après, la question est-ce qu'on en retrouve de moins en moins parce qu'il y en avait de moins en moins Mhm. Eh oui. ou est-ce qu'on en retrouve de moins en moins parce que ceux qui y avaient, de toute façon, on ne peut pas retrouver les traces, sauf Eh oui. cas exceptionnels. Mhm. Et Mhm. ça, c'est pas du tout une question facile, et Oui, il y oui. a un petit côté doigt mouillé dans la réponse. Il y a des fois un petit peu, qu'est-ce qu'on a envie de répondre, quoi. Enfin, Oui, voilà. voilà, voilà. Alors, moi, il me semble quand même qu'il y a un argument assez décisif, qui est l'argument ethnologique. Comme vous l'aviez signalé au début de l'émission, j'ai consacré un travail à l'Australie aborigène, qui est, Mhm. en termes de chasseurs-cueilleurs, un laboratoire unique, puisque, en gros, l'Australie, c'est grand comme 15 fois la France, et que surtout, quand les Blancs y ont mis le pied à la fin du XVIIIe siècle, c'est un endroit où les chasseurs-cueilleurs n'avaient jamais été en Oui. contact avec des sociétés plus développées techniquement, hein, Mhm. avec Oui. des cultivateurs, et encore moins avec des États. Partout ailleurs dans le monde, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient été relégués dans les endroits les plus inhospitaliers et les endroits non propices à l'agriculture. Mhm. Là, c'était pas le cas. Or, les chasseurs-cueilleurs australiens, très clairement, connaissent tout un tas de variétés de conflits collectifs, dont de vraies guerres. Alors là, ça, à mon avis, Oui. ça fait aucun pli. On a Oui. des dizaines et des dizaines de témoignages là-dessus. Mhm. Je ne vois pas pourquoi les Australiens seraient des gens. Et je le dis en passant, ça me semble absolument impossible de mettre ça sur le compte des effets de la Oui, oui. colonisation. Mhm. Bon, Mhm. je vais très vite, hein, je ne donne pas Oui, les oui, bien arguments. sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je ne vois pas pourquoi les Australiens se seraient mis à faire la guerre dans un passé Oui. récent, et que les autres chasseurs, enfin, et que eux-mêmes et les autres chasseurs-cueilleurs ne l'auraient pas faite. Alors, la guerre et d'autres types de conflits, parce que c'est là aussi où, même si on n'a pas le temps là maintenant, Oui. je pense que dans cette affaire des origines, il faut aussi se poser le problème d'avoir une approche un peu plus fine, en se disant pas seulement que toute forme de conflit collectif est nécessairement de la guerre. Mhm. Et justement, c'est là où l'avoir fait ma classification, je pense, ça aide à poser le problème en des termes un peu plus précis. Personnellement, vous l'avez compris, je pense que la guerre, ça vient de loin, effectivement. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on y est condamné pour l'éternité, c'est une toute autre idée, Oui. mais en tous les cas, je pense que ça vient de loin, oui. Très bien. Alors, du point de vue de l'archéologie, il y a des sites, enfin, on a trouvé des tombes collectives. Alors après, c'est effectivement une question d'interprétation. On n'est pas sûr que ce sont des morts à un instant T, tous exécutés. Donc effectivement, c'est un peu le problème d'interpréter les découvertes archéologiques. Alors, il y a deux sites bien connus qui ont servi à beaucoup de discussions, Oui. qui sont deux sites africains. Il y en a un donc à Djebel Sahaba, qui est qui est dans l'actuel Soudan, qui est effectivement un cimetière, Mhm. et qui a récemment été réétudié, Oui. et où là, les archéologues sont à peu près sûrs que les morts violentes qu'on y observe n'ont pas été faites en un seul coup. Donc, ce qu'on a à Djebel Sahaba, c'est une série de morts homicides. Après, tout ce que vous pouvez dire, c'est on n'a pas tué plusieurs dizaines de personnes d'un coup là-bas. En tous Mhm. les cas, on n'a pas enterré plusieurs dizaines de personnes, Oui. parce que ça aussi, est-ce que vous êtes sûr que tous les morts sont dans le cimetière? Grande Bien question, sûr. évidemment. Mhm. En tous les cas, il est pas dire, je vais le dire à l'envers, s'appuyer sur Djebel Sahaba pour dire ces gens-là faisaient la guerre Mhm. paraît très compliqué, Oui. puisque on a quelques morts, j'allais dire par-ci par-là. Alors c'est une société manifestement violente, Mhm. mais de là à parler de guerre, ça paraît compliqué. Oui. On a un autre site à côté du lac Turkana, dont Au le nom Kenya. du site m'échappe, mais ça va me revenir ou pas d'ailleurs. Mais voilà, qui là aussi concerne des chasseurs-cueilleurs, probablement pêcheurs, même si on ne sait pas trop. Là, c'est un massacre assez clairement, même s'il y a une petite incertitude archéologique, mais là, Mhm. manifestement, on a tué 25-30 personnes d'un coup. Et donc là, alors guerre, pas guerre, mais enfin, Oui. disons, ça commence à y ressembler furieusement. Et puis on a des choses plus ténues, mais quand même fort intéressantes, même si elles sont moins connues en France, notamment une grotte qui avait été fouillée au 19e siècle en Charente, qui Oui. s'appelle la grotte du Placard, où on a du cannibalisme et des coupes crâniennes, c'est-à-dire on a pris les crânes, on les a découpés sciemment selon une forme, etc., etc. Oui. Et là aussi, compliqué de parler de guerre, mais en tous les cas, d'actes d'hostilité intergroupe paraît quand même extrêmement probable, d'autant plus que cette grotte n'est pas un cas unique, c'est le cas sans doute le plus flagrant, mais c'est pas le seul. Et là, j'ai récemment discuté avec un jeune docteur qui vient de soutenir sa thèse, mais on a D'accord. aussi des cas de cannibalisme chez Néandertal, et pas qu'un
seul. Donc il y a quand même, même si c'est très ténu, il y a des choses qui pointent quand même vers des conflits collectifs anciens en archéologie. Mais je répète, l'archéologie, elle a beaucoup de mal à parler de Eh ce qui oui, est très vieux. Et je rappelle quand même qu'il y a des batailles romaines parfaitement attestées dans les textes, dont on sait même l'emplacement précis ou approximatif, qui ont tué des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui étaient équipées avec des armes en métal et tout ce que vous voulez. On ne les a pas en archéologie. Hein. Et donc, ouais. la question de la visibilité ou de Eh oui, l'invisibilité archéologique des bien conflits sûr. collectifs, elle est cruciale. Et quand vous remontez chez des chasseurs-cueilleurs où les armées font 50 personnes et où les gens se battent avec des outils en matière végétale, etc., bah, Mhm. la probabilité Bien de sûr. retrouver quelque chose, elle est quand même extrêmement faible. Bien Voilà. sûr. Et alors, question importante quand même qu'il faut qu'on aborde, quels sont les motifs à l'origine de ces conflits? Alors, bah, les motifs, alors comment dire, le motif allégué, hein, si, alors comment dire, c'est là où l'ethnologie est irremplaçable parce que Mhm. vous trouverez jamais le motif d'un conflit en Non, archéologie c'est ou sûr. alors par des raisonnements extrêmement indirects Eh et oui. extrêmement fragiles. Mhm. En revanche, en ethnologie, on a quand même des données où les gens nous disaient pourquoi ils se battaient. Voilà. Mhm. Bon. Alors, si moi je prends le cas de l'Australie pour lequel c'est vraiment extrêmement documenté, le motif, alors on ne se bat pas pour des ressources, alors ça aussi c'est un peu contre-intuitif, Mhm. les gens ne pillent pas, les gens capturent éventuellement des femmes, mais c'est toujours à titre de sous-produit, c'est jamais le but des opérations. Les gens ne se piquent pas de territoire et disent d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, moi mes ancêtres du temps du rêve, mes lieux de culte, ils sont sur mon Oui, territoire et qu'est-ce que je dirais, enfin je serais malheureux, enfin ils disent pas ça comme ça, mais évidemment, mais je serais coupé de moi-même si je devais aller vivre dans le bien territoire sûr. d'un autre, Eh oui. etc. Eh oui. Et donc, on se bat avant tout pour des questions de vengeance. Voilà. Donc, je dirais bien, la guerre australienne, c'est une vendetta qui a dérapé. C'est au lieu de faire du un pour un et de la loi du talion, bah, c'est les bongo ils commencent à nous courir le haricot. Ça fait plusieurs fois qu'on a des démêlés avec eux. On va y aller une bonne fois, on va leur flanquer une bonne rouste. Et alors dans la version soft, c'est on sera tranquille pour un moment. Et dans la version trash, c'est on va les exterminer du premier au dernier, y compris les nourrissons, et Mhm. comme ça, ils arrêteront de nous embêter. Et ça, vraiment, c'est le motif qui domine. Alors, ça peut partir de trucs plus anodins, mais voilà, ça a dégénéré et on en est venu à des relations comme ça d'hostilité absolue. Les données que j'ai sur d'autres peuples ressemblent quand même beaucoup à ça. Et par exemple, chez les Esquimaux de l'Alaska, qui sont des gens qui pourtant s'intéressent déjà, eux, à la richesse, etc., etc., Mhm. ben, n'empêche, leur guerre, c'est des guerres d'extermination liées à la vengeance. Et je pense que pendant très longtemps, c'est la vengeance le motif numéro un. Voilà, on a des sociétés humaines très fragmentées. Mhm. Alors certes, on n'est pas ennemi avec tout le monde et on se tape pas dessus en Ouais. permanence, etc. Mais cette fragmentation conduit, j'allais dire fatalement, à des relations qui ne sont pas que d'amitié, Mhm. voilà, qui Eh sont oui. d'hostilité, et d'autant plus quand c'est avec des gens un peu lointains qu'on connaît pas. Et donc, il y a, disons, le matériau pour que de temps en temps ça s'enflamme et que ça dégénère. Voilà. Et ça me semble être une grande constante dans les sociétés humaines. Mhm. Et l'idée que finalement on va se battre pour se piquer des ressources, Ouais. pour etc., c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Et évidemment, là aussi, on a un problème, enfin un problème, on est grevé par notre ethnocentrisme, Ouais. puisque nous, on ne fait plus que des guerres et plus que des guerres pour s'approprier des choses, bah, on a tendance à dire à prendre notre cas pour une généralité. Mhm. Et moi, je suis assez convaincu qu'on a toujours fait la guerre, pas partout, pas tout le temps, etc. Mais enfin que des sociétés humaines ont fait la guerre depuis extrêmement longtemps, Ouais. mais pour d'autres raisons au départ. Mhm. Voilà. Alors, Homo sapiens, aujourd'hui, on le date à peu près de 300 000 ans avant notre ère. L'homme est doué de raison. Est-ce qu'on peut imaginer que cette raison puisse servir à faire cesser ces confrontations? Alors, on peut tout à fait l'imaginer. Je suis pas sûr que c'est la raison qui peut nous permettre d'expliquer, parce que la raison, c'est aussi celle qui permet de mener des guerres d'une manière Eh oui, rationnelle bien sûr. et très efficace, etc. Non, le problème, alors, moi, je ne cache pas mes orientations matérialistes, hein, c'est-à-dire que je pense qu'au bout du compte, c'est pas les idées des gens qui déterminent les sociétés dans Oui, lesquelles ils vivent, mais que c'est les conditions matérielles eh des oui. sociétés qui sculptent, disons, les mentalités,
respecter les valeurs, etc. Comment dire? On a dans une certaine mesure pacifier déjà nos rapports. Enfin, justement, faire de l'anthropologie, ça permet de prendre du recul. On a Ouais, évidemment le sentiment de vivre dans une époque violente et les bruits de bottes qu'on entend tous les jours en ce moment c'est vrai. ne sont pas de nature à nous rassurer sur l'avenir immédiat. Et oui, Mais quand on prend du recul, on vit dans des sociétés qui ont réussi à pacifier les rapports entre les individus dans une large mesure. Alors, c'est à double tranchant parce que en même temps, l'État, il a justement mis un terme aux vengeances privées et oui, et quand on sort dans la rue, on n'a pas nos armes sur nous au cas où il nous arriverait quelque chose. Je dis ça parce que dans une société de chasseurs-cueilleurs, vous êtes un homme, vous n'allez pas uriner à l'extérieur du camp sans prendre vos armes. Enfin, et oui, c'est c'est bon, clair. voilà. Mais nous, l'État a en même temps mis fin à ces conflits privés. En même temps, l'État, il détient des moyens de violence considérables qu'il Et a oui, concentrés et dont il peut se servir à la fois contre d'autres États et puis parfois contre sa propre population quand elle conteste l'ordre établi. bien Hein, sûr. ça s'appelle pas les forces de l'ordre pour rien et que ça donne des guerres civiles. Alors, ce qui pourrait permettre d'envisager une humanité débarrassé de toute violence physique, au moins collective, bah, il faudrait deux conditions. Il faudrait d'une part que les tendances finalement de fond qui se sont manifestées depuis qu'on est ce qu'on est, vers l'unification progressive de ces petites unités sociales de chasseurs-cueilleurs qui ne dépassaient pas Oui. 150 personnes, etc. Mhm. Bah, petit à petit, on a quand même construit un réseau, notamment un réseau économique, hein, qui finalement a relié le monde entier. On a un pied dans un monde unifié aujourd'hui Et oui, et un pied qui est resté dans un monde fractionné. c'est sûr. J'ai la faiblesse de penser que la tendance, je vois pas, je vais le dire autrement, je ne vois pas pourquoi l'histoire s'arrêterait à ce qu'on est aujourd'hui, Mhm. et je ne vois pas pourquoi la tendance qui se manifeste depuis très longtemps à l'unification des sociétés humaines devrait en rester là. Et puis l'autre aspect, c'est que nous restons des sociétés déchirées par des conflits et des intérêts contradictoires Et oui. en interne. Là aussi, il n'est pas interdit de penser que, bah, de toute façon, les sociétés ont déjà beaucoup changé. Il n'est pas interdit de penser qu'elles continueront à le faire à un délai que je ne connais évidemment pas, et qu'un jour, bah, il y ait peut-être moins besoin de défendre l'ordre existant contre des gens qui le contestent, tout simplement parce qu'on aura une forme d'organisation sociale plus harmonieuse. Alors, ce que je dis peut avoir l'air d'être très, comment dire, plein de bons sentiments et de rêveries. Je maintiens que c'est pas que des bons sentiments et de la rêverie et que ça Mhm. s'appuie sur la trajectoire constatée, même si pour l'avenir immédiat, je suis d'un optimisme extrêmement raisonné. Oui, oui, Hein. bien Enfin, sûr, bien sûr. voilà. Mais on va conclure sur cette note optimiste et positive. Merci, Monsieur Darmanja, pour cet éclairage précieux Merci à vous. sur les origines de la guerre et les mythes qu'elle traîne encore aujourd'hui. Si cette conversation, chers auditeurs, vous a donné matière à réfléchir, n'hésitez pas à partager l'épisode, à nous laisser un commentaire et bien sûr à lire l'ouvrage de notre invité. Dans le prochain épisode de Tétrapharmakos, nous changerons d'époque et de perspective pour explorer un héritage souvent méconnu, celui que les Grecs doivent à l'Égypte. Mon invité sera Arnaud Zucker, professeur de langue et littérature grecque à l'université Côte d'Azur, avec qui nous parlerons des échanges intellectuels, religieux et culturels entre ces deux grandes civilisations. Une plongée passionnante dans les racines orientales de la Grèce antique. À très vite. Merci et au revoir, Monsieur Darmanja. Merci à vous. C'était passionnant.